Salut à tous, bienvenue sur Expédition X. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire captivante et pleine de rebondissements, celle de Rita Marley, la veuve légendaire de Bob Marley, et des secrets qui ont ébranlé sa vie et celle de toute la famille. Pendant des décennies, Rita a été vue comme la gardienne inébranlable de l'héritage de Bob, protégeant sa musique, son nom et ses enfants avec une force incroyable. Mais derrière cette image de lionne se cachait une femme hantée par des rumeurs persistantes sur les aventures de son mari, des murmures qui ont finalement explosé avec la révélation d'un enfant secret via un test ADN. Imaginez, un mariage qui semblait indestructible, forgé dans la musique et la spiritualité Rastafari, mais miné par des trahisons qui ont laissé des cicatrices profondes. Cette vidéo va explorer l'union compliquée de Bob et Rita, les ombres de l'infidélité, la bataille pour la reconnaissance d'un enfant secret, et comment une simple analyse génétique a fait vaciller l'empire Marley. Si vous êtes fan de reggae, d'histoires familiales dramatiques ou simplement curieux des coulisses des légendes, restez avec moi, on va creuser en profondeur avec des anecdotes inédites et des faits qui vont vous surprendre. Avant de démarrer, posez-vous une question. Pensez-vous que Rita avait raison de résister à la reconnaissance de cet enfant secret, ou aurait-elle dû l'accueillir comme une pièce supplémentaire de l'héritage compliqué de Bob? Écrivez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. Et si vous aimez ce genre de contenu profond et engageant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Allez, on y va avec l'histoire d'une femme qui a tout donné pour un homme et une légende, mais qui a payé le prix fort. Lorsque Bob Marley épousa Alpha-Rita Constancia Anderson, plus connue sous le nom de Rita, le 21 février 1966, dans une petite église de Kingston en Jamaïque, personne n'aurait pu prédire le tourbillon qui les attendait. À l'époque, Bob n'était pas encore le prophète mondial du reggae, ce messager de paix et de révolution dont les chansons comme One Love et Redemption Song inspiraient des générations entières. Il était juste un jeune homme ambitieux de 21 ans, armé d'une guitare, d'une voix envoûtante et d'une foi profonde dans le rastafarisme, ce mouvement spirituel jamaïcain qui prônait l'unité, la liberté et un retour aux racines africaines. Rita, de son côté, était une jeune femme résiliente, élevée dans les quartiers pauvres de Trenchtown, où la pauvreté et la violence étaient le quotidien. Leur mariage, célébré dans l'église orthodoxe éthiopienne, symbolisait un lien spirituel censé être éternel, indestructible, ancré dans les idéaux rasta d'amour et de respect mutuel. Mais dès les premières années, des fissures apparurent sous cette surface idyllique. La vision de l'amour selon Bob, influencée par la liberté rastafari qui encourageait une vie sans chaîne conventionnelle, ne rimait pas toujours avec la fidélité monogame que Rita espérait. Ce qui commençait comme un partenariat d'égal à égal se transforma progressivement en une épreuve d'endurance pour Rita, qui devait naviguer entre son amour pour Bob et les réalités brutales de sa vie d'artiste en ascension. À la fin des années 1960, la vie avec Bob était un mélange de rêve et de dure réalité. L'argent manquait cruellement, la Jamaïque bouillonnait d'agitation politique, avec des tensions entre factions rivales et une économie chancelante. Bob et ses amis Peter Tosh et Bunny Weller formaient les Weller, un groupe qui luttait pour percer dans une industrie musicale impitoyable dominée par des producteurs comme Lee Scratch Perry. Rita, fidèle et déterminée, vendait des disques dans les rues de Kingston, parfois même de la nourriture ou des artisanats, pour aider à faire bouillir la marmite. Elle n'était pas seulement une épouse, elle était une partenaire créative, chantant en chœur sur de nombreux enregistrements des Weller, apportant sa voix harmonieuse qui ajoutait une profondeur émotive aux tracks. Imaginez-la, enceinte ou avec des enfants en bas âge, soutenant Bob pendant qu'il composait des hymnes comme Stir It Up ou Duppy Concross. En 1967, elle donna naissance à Cedella, leur premier enfant commun, suivi de Ziggy en 1968 et Stephen en 1972. Bob adopta aussi Sharon, la fille de Rita issue d'une relation précédente, l'élevant comme la sienne avec une tendresse paternelle qui contrastait avec ses écarts ailleurs. Mais à mesure que la célébrité de Bob explosait, les tensions dans leur mariage s'intensifiaient, comme un feu qui couve sous les cendres. La sortie de l'album Catch a Fire en 1973, produit par Island Records et Chris Blackwell, propulsa les Weller sur la scène internationale. Soudain, Bob n'était plus un chanteur local. Il était une voix révolutionnaire pour les opprimés du monde entier, prêchant l'unité panafricaine et la résistance contre l'oppression. Ses chansons comme Get Up, Stand Up et No Woman, No Cry résonnaient dans les ghettos de Kingston comme dans les stades d'Europe et d'Amérique. Mais tandis qu'il prêchait la paix et l'amour sur scène, sa vie privée racontait une histoire bien plus chaotique. Le charisme magnétique de Bob attirait les femmes comme un aimant des fans, des mannequins, des collaboratrices et il ne les repoussait que rarement. Pour Rita, cela signifiait vivre dans l'humiliation constante d'aventures extra-conjugales qui n'étaient plus des secrets chuchotés, mais des faits ouvertement reconnus dans les cercles proches. Bob eut plusieurs enfants en dehors du mariage, chacun représentant une nouvelle blessure pour Rita. Il y eut Janet Hunt,
qui lui donna Rohan en 1972, Janet Bowen, mère de Karen en 1973. Et peut-être la plus douloureuse, la relation avec Cindy Breakspeare, une beauté canadienne-jamaïcaine couronnée Miss Monde en 1976. En 1978, Cindy donna naissance à Damian Marley, qui deviendrait plus tard une star du reggae sous le nom de Junior Gong. Pour Rita, Cindy n'était pas juste une rivale. Elle était une figure publique glamour, dont la présence ne pouvait être ignorée, amplifiant l'humiliation aux yeux du monde. Malgré ses trahisons, Rita resta l'encre de la famille. Elle était là en décembre 1976, lors de l'attentat qui faillit coûter la vie à Bob. Des hommes armés envahirent leur maison à Hope Road, Kingston, au milieu de troubles politiques violents opposant les partis PNP et JLP. Bob fut touché à la poitrine et au bras, Rita reçut une balle dans la tête qui frôla son crâne, mais miraculeusement, elle survécut. Encore convalescente, avec un bandage sur la tête, elle se tint à ses côtés lors du concert Smile Jamaica seulement 2 jours plus tard, performante devant 80 000 personnes dans une démonstration de loyauté qui devint légendaire. Ce moment, capturé dans les annales du reggae, montra Rita comme une guerrière, mais en privé, des amis confiaient que ces années l'avaient endurcie tout en la marquant profondément. Elle apprit à enfouir sa douleur sous un sens du devoir inébranlable, guidée par sa foi rasta qui valorisait la persévérance et le pardon. Pourtant, chaque nouvelle liaison de Bob était comme un coup de poignard, érodant la confiance et transformant leur amour en une survie quotidienne. Quand Bob mourut le 11 mai 1981 à seulement 36 ans, emporté par un mélanome qui s'était propagé depuis son orteil jusqu'à son cerveau et ses poumons, Rita fut propulsée dans un rôle encore plus écrasant. Sans testament, une omission courante chez les artistes Rasta qui voyaient la mort comme une transition spirituelle plutôt qu'une affaire légale, la succession de Bob sombra dans le chaos. Rita se battit farouchement pour protéger ce qu'elle considérait comme l'héritage pur de son mari, sa musique, ses royalties et l'empire naissant autour de Tuff Gong. Elle affronta avocats, partenaires commerciaux, et même certaines des mères des enfants de Bob, devenant la matriarche clivante de la famille. Chaque décision, qui recevait quoi, comment gérer les droits d'auteur, quelles histoires raconter était scrutée, souvent critiquée. Rita transforma la maison de Hope Road en musée, fonda la Bob Marley Foundation pour perpétuer ses messages de paix, et éleva leurs enfants dans l'esprit Rasta, les encourageant à poursuivre la musique. Ziggy devint une star avec les Melody Makers, Stephen un producteur acclamé, Cedella une entrepreneuse gérant la marque Marley. Mais sous cette façade d'unité, des rumeurs persistaient sur d'autres enfants potentiels, des secrets que Bob avait emportés dans sa tombe. Parmi ces ombres, il y avait Yvette Crichton, une collaboratrice proche de l'organisation Marley qui gérait le courrier des fans et vivait un temps chez Cedella Booker, la mère de Bob. Contrairement à Cindy Breakspeare, Yvette n'était pas une reine de beauté glamour. Elle était une présence discrète, mais cela n'empêcha pas une hostilité ouverte avec Rita, marquée par des disputes bruyantes et un mépris mutuel. En 1980, alors que Bob luttait contre son cancer en clinique en Allemagne, Yvette révéla qu'elle était enceinte. Bob, affaibli mais lucide, confia discrètement à sa mère Cedella que si l'enfant était le sien, elle devait s'en occuper, une déclaration ambiguë qui allait semer le chaos. À peine 19 jours après la mort de Bob, le 30 mai 1981, Yvette donna naissance à Makeda Janesta Marley à Miami. Contrairement aux autres enfants, Makeda arriva dans un climat de suspicion et de rejet, sans célébration, mais avec des accusations d'opportunisme. Pour Rita, qui avait enduré 15 ans de trahison publique, l'arrivée de Makeda fut l'affront ultime. Elle refusa initialement de reconnaître l'enfant comme une Marley, affirmant que Yvette avait fabriqué l'histoire pour s'assurer une part de la fortune croissante de Bob. La succession, déjà un champ de mine avec 11 enfants reconnus nés de 7 mères différentes, devint encore plus explosive. Selon la loi jamaïcaine, sans testament, la veuve et les enfants légitimes héritaient, mais définir qui était légitime ouvrait la porte à des querelles amères. Rita, déterminée à protéger la part de ses propres enfants Sharon, Cedella, Ziggy, Stephen vit en Makeda une menace qui diluait l'héritage qu'elle avait sacrifié tant pour préserver. Yvette se battit pendant des années pour que sa fille soit reconnue, vivant modestement en Pennsylvanie, loin des paillettes de Kingston et des millions générés par les albums posthumes comme Legend ou les contrats de merchandising. Cedella Booker, la grand-mère, toléra vaguement Makeda, mais sans preuve tangible, les revendications furent écartées comme opportunistes. Pendant des décennies, l'arbre généalogique des Marley fascina le public. Les médias listaient les 11 enfants officiels, Sharon, adoptée, Cedella, Ziggy, Stephen, avec Rita, Robbie, avec Pat Williams, Rohan, avec Janet Hunt, Karen, avec Janet Bowen, Julian, avec Lucy Pounder, Kimani, avec Anita Belnavi, Damian, avec Cindy Breakspeare, et Makeda souvent relégué en note de bas de page. Makeda grandit en sachant qui était son père présumé,
mais sans la validation ni le soutien financier dont jouissaient ses demi-frères et sœurs. Elle vit dans l'ombre, tandis que les autres bâtissaient des carrières sur le nom Marley, Ziggy remportant des Grammy, Damian devenant une icône du dancehall, Rohan fondant Marley Coffee. L'ironie était cruelle. Alors que Bob prêchait l'unité, sa famille était fracturée par ses exclusions. Ce n'est que des décennies plus tard, dans les années 2000, que la science entra en jeu. Les tests ADN, une technologie inexistante en 1981, devinrent incontournables pour résoudre les litiges familiaux. Makeda, adulte et déterminé, poussa pour un test après des années de bataille juridique. Les résultats furent clairs et irréfutables. Elle était bel et bien la fille de Bob Marley, la 12e enfant reconnue. Pour le monde extérieur, cette révélation semblait presque inévitable, la ressemblance physique avec la lignée Marley était frappante, et les rumeurs avaient circulé depuis longtemps. Mais au sein de la famille, ce fut une bombe. Rita, qui avait passé plus de 20 ans à protéger l'empire Marley, fut dévastée et humiliée. Des amis proches rapportent que sa réaction frôlait la fureur. Elle accusa Yvette de manipulation, voyant en ce test une trahison d'outre-tombe qui rouvrait toutes les blessures de son mariage. Pour Rita, ce n'était pas juste un enfant de plus. C'était la preuve vivante d'une liaison qui avait hanté les derniers mois de Bob, alors qu'il luttait contre la mort. Être forcé, des décennies plus tard, d'accepter Makeda comme héritière légitime était insupportable, un coup à sa dignité et à son contrôle sur l'héritage. Le test ADN bouleversa le paysage juridique et émotionnel. Makeda ne pouvait plus être rejetée. Elle avait un droit légitime sur la succession, une fortune estimée à des dizaines de millions, incluant royalties, propriétés comme la maison de Nine Mile et la marque Marley qui s'étendait à des produits comme les casques audio ou les boissons CBD. Mais la reconnaissance financière ne signifiait pas l'acceptation familiale. Des disputes explosives éclatèrent. Certains frères et sœurs, comme Ziggy et Stephen, penchèrent pour l'acceptation publique, craignant que le rejet n'entache la réputation d'unité prônée par Bob. D'autres se rangèrent du côté de Rita, voyant en Makeda une intruse qui diluait leur part. Les tribunaux furent saisis à nouveau, prolongeant les batailles successorales jusque dans les années 2010. Rita, autrefois louée pour sa force, elle avait survécu à un attentat, élevé une famille nombreuse et transformé Tuff Gong en empire mondial, apparut soudain vindicative, s'accrochant à un contrôle qui lui échappait. Son image publique changea, de matriarche inébranlable à une femme hantée par l'amertume. La division familiale mit en lumière des vérités plus profondes. L'absence de testament de Bob, peut être due à sa philosophie rasta qui voyait la vie éternelle au-delà des biens matériels, imposa un fardeau insurmontable à ceux qui laissaient derrière. En répandant son amour largement de son vivant, il avait semé des fractures qui s'élargissaient avec le temps. L'affaire Makeda n'était que le rappel le plus criant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de qui avait le droit de revendiquer le sang, le nom et l'héritage spirituel de Bob. Pour Rita, la bataille devint viscéralement personnelle, une défense de sa dignité après des années d'humiliation. Elle confia dans des interviews rares que ces révélations la faisaient revivre les trahisons, questionnant si sa loyauté avait valu la peine. Lorsque la poussière retomba, la famille Marley était plus fracturée que jamais. Makeda gagna sa validation, mais à un prix élevé. Liée à un héritage qui lui apportait peu de chaleur, elle choisit de vivre discrètement, loin des projecteurs, sans bâtir une carrière sur le nom de son père comme Damian ou Ziggy. Rita, isolée et hantée, continua à gérer la fondation, mais avec une amertume palpable. Des amis murmuraient qu'elle se sentait moquée par le destin, que le dernier chapitre de son mariage était écrit dans l'humiliation plutôt que dans l'amour. La tragédie du test ADN ne résidait pas dans la science, mais dans ce qu'il révélait des humains. Une veuve brisée par la trahison, des enfants divisés par la loyauté, et une fille reconnue trop tard pour se sentir accueillie. Pourtant, le nom Marley brille toujours, sa musique unit des générations, même si la famille reste marquée par ses secrets. Les chansons de Bob parlaient d'amour, de liberté et d'unité, mais sa propre lignée reste déchirée par les vérités non résolues de son vivant. Et voilà, c'est la fin de cette plongée intense dans l'histoire de Rita Marley et des secrets qui ont ébranlé la légende de Bob. Une saga de passion, de trahison et de résilience qui montre que même les icônes ont des failles humaines. Qu'en pensez-vous? Rita avait-elle raison de résister? Ou l'héritage de Bob est-il plus grand que les blessures personnelles? Partagez vos pensées dans les commentaires, je lis tout. Si cette vidéo vous a captivé, donnez un gros like, abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires inédites sur les légendes de la musique. Restez inspirés, et comme Bob le chantait, One Love, One At. À bientôt.